y est. Ok. Donc, alors. Oh ouais, c'est bon, on est en direct. Donc, vu qu'il est 20 h, est-ce que on peut commencer et puis les gens nous rejoindront au fur et à mesure? Alors, déjà, merci donc, à Dewey d'avoir accepté de faire ce live. Donc, live qu'on fait à l'occasion de la sortie de ce livre-là, que Dewey a écrit, je crois, cette année, là, en 2020 et que tu as terminé en 2021. Donc, je suis super contente de pouvoir en parler et de parler de ce thème très important. Et puis, c'est Grace qui va modérer un petit peu la rencontre. Que je suis depuis très longtemps avec le podcast Kistaras, avec son livre, avec les différentes interviews que tu donnes. Donc, je suis vraiment hyper ravie que ce soit un dialogue entre vous deux. Vous allez pouvoir faire des passerelles entre différents thèmes. Donc, je trouve ça vraiment génial et je vous remercie toutes les deux. Merci Paola. Merci. Donc alors, est-ce que, Dewey, est-ce que pour commencer, tu veux te présenter, dire qui tu es, dire pourquoi tu as eu envie d'écrire ce livre? Oui, donc moi je suis adoptée d'origine sud-coréenne. J'ai eu la chance de retourner, dans mon parcours de vie, j'ai eu la chance de retourner vivre 1 an et demi en Corée du Sud, de 2013 à 2015. Et c'est durant ce séjour que j'ai fait la rencontre d'autres adoptés qui politisaient la question de l'adoption internationale. Et ils m'ont vraiment ouvert les yeux, en fait, sur toute une série de mythes auxquels je croyais jusque-là et que j'essaie justement de déconstruire dans cet essai. Et quand je suis revenue en France en 2015, j'étais vraiment déçue finalement de voir à quel point ce sujet n'était pas abordé, y compris dans les milieux militants, notamment les milieux militants antiracistes, puisque je me définis moi-même comme militante, antiraciste, féministe et décoloniale. Et c'est vrai que dans ces milieux-là, c'était un angle mort total, en fait, l'adoption internationale. Et donc, depuis 2015, j'essaie à ma manière de porter ce sujet. J'espère vraiment que ce thème sera abordé de plus en plus dans le débat public, parce que je considère que l'adoption, ce n'est pas qu'une affaire de famille, c'est pas que de l'ordre du privé. Et puis, de toute façon, le privé est politique. Donc, je pense que vraiment, l'adoption internationale, c'est un système qui se situe au croisement de différents rapports de domination. Et donc, je pense aussi que si l'on se dit antiraciste, si on se dit décolonial, si l'on se dit féministe, si l'on se dit anti-impérialiste, anticapitaliste, on devrait se saisir de cette question-là, en fait. Et puis, je vais terminer ma présentation sur le fait qu'aujourd'hui, c'est quand même une journée un petit peu spéciale. C'est la journée qu'on appelle communément la fête des mères, qu'on peut aussi appeler la fête de la parentalité ou la fête la journée des droits aussi, de lutte des femmes, des mères qui luttent pour leurs droits. Et donc, moi, c'est une journée qui me tient particulièrement à cœur, puisque je pense à toutes ces mères qui n'ont pas le droit justement de garder leur enfant, qui sont séparées de leur enfant, et que justement le système de l'adoption internationale, il repose sur ces inégalités-là, entre autres, que certaines femmes ont le droit d'avoir des enfants, et que ce droit repose sur le non-droit d'autres femmes à garder et à élever leur enfant. Merci Dewey pour ta présentation d'où tu parles et pourquoi tu as écrit ce livre. Donc moi je m'appelle Grace Lee, je suis très contente d'avoir cette conversation avec toi. Je suis podcasteuse et on t'a notamment reçu dans le podcast que je co-anime avec Rokhaya Diallo l'an passé, il y a presque 1 an jour pour jour, où tu es venu nous parler. L'épisode a été intitulé « Où est la voix des adoptés ?» et tu étais déjà, tu nous as appris moi, tu m'as appris plein de choses, en tout cas, sur cette question de l'adoption internationale, l'adoption transraciale aussi, qui en fait partie. Et pour moi, la conversation qu'on a et le livre que tu as écrit, il est dans le prolongement de cette réflexion que tu avais déjà nourrie, était extrêmement aboutie, déjà quand on a discuté ensemble. Et là, aujourd'hui, le livre, c'est l'extension de cette réflexion plus documentée, avec des références, nourrie énormément de ton parcours de vie. Et déjà, je trouve que,
bon, moi, je ne suis pas du tout adoptée, mais dans ce que tu racontes, dans tout ce que tu dis, je reçois l'écho de ta parole. C'est-à-dire que sans être adoptée, sans avoir été… Enfin, la question du déracinement, la question de l'exil, la question de l'assimilation politiquement, c'est-à-dire pas forcément au sein d'une famille, mais au sein d'une société, au sein de notre espace de vie. Pour moi, il y a vraiment un dialogue qui se noue entre, enfin, qui n'est pas isolé par rapport aux personnes adoptées internationalement seulement, mais ce livre, il va aborder beaucoup de questions que moi, je rencontre dans ma propre réflexion sans être le miroir du tien. Et notamment dans ton préambule, tu as intitulé « Je ne suis pas née asiatique, je le suis devenue ». Et je trouve que cette entrée en matière très personnelle que tu fais dans ce prologue, dans ce préambule, elle est… elle explique beaucoup de choses. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu es devenue asiatique depuis, Oui. voilà. Oui, alors je vais, avant de répondre de façon plus détaillée à cette question, je voulais juste revenir aussi sur un petit peu l'organisation de l'essai en fait. C'est pas juste un essai, on va dire, qui analyse les mythes. Je l'ai pensé aussi en différentes parties et donc ce préambule qui pour moi était vraiment important parce que je donne de l'importance au discours situé. Donc je pense que pour toi aussi, Grace, parce que dans Kiffe ta race, vous avez notamment cette phase d'introduction où vous demandez aux personnes de se définir parce que c'est important de savoir d'où on parle et sur où l'on se place sur le spectre socio-racial, de genre, etc. Comment on se définit. Et donc, c'était important pour moi de passer par ce préambule pour donner un aperçu de qui j'étais aux lecteurs pour que les lecteurs puissent ensuite s'approprier un petit peu plus la pensée qui suit dans l'essai. Et c'est vrai que, en fait, le discours situé, pour moi, c'est important parce qu'il a tendance aussi à être souvent délégitimé. Et je pense qu'en fait, la proximité que j'ai avec ce sujet, parce que je suis moi-même adoptée, n'est pas à opposer avec un savoir qui serait, par exemple, universitaire ou un savoir dit objectif ou neutre. Au contraire, pour moi, ça vient renforcer et ça vient en complément de ce type de savoir. Donc, dans ce préambule, ouais, voilà, j'ai repris donc la fameuse phrase. J'ai un peu fait du copier-coller par rapport à la phrase « on ne naît pas femme, on le devient ». Donc, je ne suis pas asiatique, je le suis devenue. C'est-à-dire que c'est un long travail en fait, parce que justement je suis adoptée, parce que j'ai été élevée dans une famille blanche, parce que j'ai complètement intégré les référents blancs qui étaient autour de moi parce que justement, je n'avais aucune personne dans mon entourage ou je ne voyais aussi aucune personne dans les représentations, dans la pop culture, dans les films, etc., de personnes qui me ressemblaient. Et même quand je les voyais, ce que j'explique, c'est que même quand j'en voyais, je cite par exemple l'actrice Lucy Liu, même quand je les voyais, je ne les considérais pas comme belles. Alors que bon, Lucy Liu, c'est quand même une figure, voilà, c'est une belle femme, quoi. Ouais. Tout le monde est d'accord. Mais à l'époque, je ne la considérais pas comme belle parce que j'avais tellement intégré les normes esthétiques dominantes qui sont blanches que le fait pour moi d'avoir des traits qui, selon moi, sont trop asiatiques ou asiatiquetés, c'est-à-dire la forme des yeux, du visage, du nez, etc., enfin voilà, ça me… Je ne la considérais pas comme belle et du coup, je ne me considérais pas moi-même comme belle en fait. Donc, il y a tout un processus comme ça où j'ai dû lutter finalement pour essayer de retrouver mon asianité, de me définir finalement comme femme asiatique, mais pas que, parce que voilà, je considère que mon identité, elle est plurielle et que je n'ai pas envie de rentrer aussi dans cette pensée un petit peu universaliste, dogmatique aussi, imposée, parce que pour moi, l'universalisme, c'est une finalité, c'est un but en fait. Parce que je me définis en quelque sorte universaliste, mais non pas comme un point de départ imposé, comme une seule façon d'être, mais comme un objectif à atteindre. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi le terme de pluriversalisme pour montrer la pluralité qu'on peut avoir dans un certain universalisme. En fait, c'est un objectif que
de construire une société plus juste pour tout le monde, où tout le monde sera vraiment considéré comme un être humain à part entière, quand tout le monde aura sa dignité, parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas en fait. Et du coup, voilà, je suis une femme asiatique, asiatiquetée, adoptée et d'autres choses encore. Donc voilà, dans ce préambule, j'explique un petit peu mon parcours de vie, comment j'ai dû construire et me battre aussi contre moi-même, contre ce que j'appelle cette charge transraciale aussi, le fait d'être toujours ce qu'on appelle le cul entre deux chaises, hein, d'avoir ma famille blanche, les codes blancs, et puis d'essayer de lutter contre cette blanchité, en fait, finalement, pour essayer de récupérer cette partie qui m'a été volée, cette culture qui m'a été volée. Et ça, je l'ai récupéré aussi en partie en retournant vivre en Corée du Sud, en apprenant la langue, en apprenant un petit peu la culture. Mais pour moi, c'est toujours une tension constante, finalement, pour ne pas laisser trop le pas, on va dire, trop le dessus sur le côté blanc, on va dire, qui pour moi est le côté dominant, finalement, de mon identité, prendre le pas sur mon côté dominé. Et voilà, c'est toujours un travail, finalement. De toute façon, une identité, ça se construit toute une vie, hein. Ce n'est pas quelque chose qui est établi définitivement. Ouais, moi, Oui. je me permets d'intervenir. Ce que j'ai bien aimé, moi, dans cette phrase, je suis pas née asiatique, je le suis devenue, c'est que en fait, ça peut effectivement correspondre à plein d'identités. C'est-à-dire que moi, je sais aussi qu'en tant que femme noire, les gens s'imaginent que je suis née dans le jazz, je suis née dans le rythme et dans la danse et dans la percussion, et je suis née à 5 ans, je connaissais déjà Angela Davis, etc. En fait, je crois qu'effectivement, ça peut être le cas pour certaines personnes parce qu'elles ont une culture familiale, ou etc. Mais je crois qu'aussi pour beaucoup peut-être d'immigrés de la deuxième génération, ou alors pour des enfants métis, on a des fois une tête, entre guillemets, qui ne correspond pas forcément à notre identité. Donc, soit certaines personnes décident de l'ignorer, ou soit alors, effectivement, cette identité noire, rebeu, asiatique, etc., parfois nos parents ne nous la transmettent pas. Bon, toi, dans ton cas, c'était à cause de l'adoption, mais parfois en France, c'est parce que les parents, ils sont tellement dans cette logique d'assimilation, intègre-toi mon fils, que surtout, il ne faut surtout pas que je parle la langue originelle, surtout pas pratiquer la religion, je ne sais quoi, que des fois, cette identité aussi, les immigrés de deuxième génération ou les métis, ils ont ce truc de je le suis devenu, en fait. Et j'aime beaucoup cette identité aussi de construction. C'est assez anti-essentialisme, en fait. Donc voilà, c'est en ça aussi, je crois que ce livre peut vraiment parler à d'autres personnes que les adoptés, effectivement. Et c'est intéressant. Oh, pardon, vas-y, Grace. Oui, donc je voulais juste dire que là, tu mettais vraiment le doigt sur quelque chose qui était de l'ordre, comme tu dis, de la construction. Et tu fais le distinguo dans ton livre entre la construction personnelle et la construction politique. Et là, je pense que c'est de ça dont on parle. C'est-à-dire que même étant née dans une famille qui m'a transmis une certaine culture, je suis devenue aussi asiatique en étant dans ce monde. Je me lève pas tous les jours en me disant je suis asiatique, évidemment. Et le fait de vivre et qu'on me renvoie cette image de personne asiatique, c'est ça aussi qui construit mon identité politique sociale. Parce que quand on parle et tu le dis dans ce livre, et on en parle beaucoup en ce moment, le concept de race, il fait écho à un rapport social. Il ne fait pas du tout écho à quelque chose de biologique. Et donc, ce rapport social, il est évidemment construit, et même sans être, qui nous sommes, là où nous sommes nés, là où nous évoluons dans tel milieu socioculturel, nous construisons une certaine identité qui est la nôtre et qui est propre. Et il y a vraiment, comme tu le fais, une distinction entre être asiatique qui fait écho à une géographie particulière, et tu utilises ce terme qui est l'asiatiquetage, qui fait écho, pas forcément donc à une géographie, parce qu'il y a des personnes qui sont asiatiquetées qui n'ont jamais mis les pieds en Asie. Donc l'asiatiquetage, c'est un terme militant qui va mettre le doigt sur une identité construite. Le fait d'être assimilé à... souvent, c'est les personnes qui ont le faciès tel que le mien, c'est-à-dire ou le tien, oui, c'est-à-dire des personnes d'Asie de l'Est, donc Asie de l'Est et du Sud-Ouest,
et du sud-est asiatique, pardon. Et c'est donc la forme des yeux, une carnation, voilà. Et ce sont des images qui sont construites, parce qu'évidemment, toutes ces personnes-là ne se ressemblent pas, ne partagent pas les mêmes traits du visage, mais dans l'imaginaire collectif de là où nous vivons, ici en France, et plus largement en Europe et dans l'Occident, c'est une perception qui est assez particulière et chargée d'histoire et de clichés. Et c'est ça dont tu parles quand tu dis asiatiquetage. Donc, c'est bien de faire la distinction entre notre parcours personnel et notre héritage qui nous a été transmis ou pas, et aussi l'image, la perception qui est la nôtre dans l'espace public. Et tu fais aussi cette distinction-là par rapport au fait d'être adopté. C'est-à-dire que penser l'adoption de manière critique et politique, ce n'est pas du tout la même chose que de revenir sur ton parcours personnel d'adopté. D'ailleurs, tu le fais en préambule, et ensuite, dans le corps de ton livre, tu fais peu écho, en fait, tu fais peu référence à ta perception personnelle. Tu dis juste, voilà ce que j'ai étudié, voilà ce que j'ai lu, voilà ce que j'ai pu analyser. C'est une production de l'esprit, et c'est pas juste ce que tu as vécu, Julie Bourguet. Voilà. C'est donc quelque chose qui se détache de ta propre expérience et qui va s'inscrire dans quelque chose de plus collectif. Et dans cette analyse-là, il y a plusieurs mythes que tu nous exposes et que tu déconstruis. Et j'aimerais qu'on aborde quelques de ces mythes-là, juste pour donner un peu voilà, le travail, enfin, le ton du travail que tu offres dans ce livre. Parce que moi, encore une fois, sans être adoptée, je vois à l'œuvre des mécanismes qui sont ceux de la domination, voilà, de l'hégémonie culturelle, de racisme, et qui sont vus à travers ton prisme, là dans ce livre particulièrement de l'adoption internationale, mais qui sont bien sûr nourris d'autres mécanismes qui nous affectent par ailleurs. Alors, est-ce que enfin, moi, j'aimerais... j'ai Oui. plusieurs idées en tête. Est-ce que tu veux, toi, rajouter quelque chose? Est-ce que peut-être avant les mythes, j'aimerais bien peut-être dire ce que n'est pas l'adoption, en fait, mais bon, c'est aussi une façon de revenir sur les mythes et de peut-être poser un cadre sur ce que n'est pas l'adoption et ce qu'est l'adoption. Et en fait, pour revenir un petit peu sur ce que vous avez dit toutes les deux, c'est vrai qu'il y a des points communs entre nos vécus. Et pour moi, l'adoption, c'est comment dire, c'est pousser l'assimilation jusqu'au bout. En fait, parce qu'on parle de politique assimilationniste, notamment en France, où on ne peut pas être français et autre chose. Et du coup, je pense que l'adoption, c'est vraiment, voilà, c'est une assimilation qui est totale. C'est une assimilation réussie, en quelque sorte, voilà, qui est totale et qui a du coup un impact sur la perception, sur notre construction identitaire en tant que personne adoptée. Pour moi, l'assimilation, c'est lié à des pratiques coloniales aussi, puisque en fait, si on retrace aussi au niveau de l'histoire coloniale, l'adoption, les pratiques de l'adoption, les pratiques de séparation aussi, parce que je considère que le terme séparation, il est important. Il y a aussi dans cette séparation, il y a aussi il y a une logique extractiviste. Enfin, l'extractivisme, c'est aussi une pratique coloniale. On parle d'extractivisme au niveau des ressources, notamment des ressources du sol, de la terre. Mais pour moi, l'adoption, c'est aussi une forme d'extractivisme. On retire des ressources humaines, en fait, quelque part, en prenant les enfants. On détricote un tissu familial, on détricote un tissu communautaire en retirant un maillon de ce tissu, en fait, finalement. Et en effet, les enfants adoptés sont extraits ils sont déracinés de leur terre, de leur culture, de leur famille. Donc voilà, je pense que ça aussi, donc l'assimilation, la séparation, l'extractivisme, c'est des logiques coloniales qui se jouent dans le système de l'adoption internationale. C'est aussi pour moi l'organisation d'une migration forcée, puisque à aucun moment donné les adoptés n'ont eu leur mot à dire. Enfin voilà, sous prétexte que voilà, c'est pour l'intérêt supérieur de l'enfant.
Et du coup, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, parce que je pense qu'on est nombreux à peut-être déjà avoir pensé à adopter, ou alors à connaître des personnes autour de nous qui sont adoptées, ou alors à connaître des parents adoptants, il y a vraiment toute cette mythologie, toutes ces croyances qui ont tendance à idéaliser l'adoption comme un acte de générosité, comme un acte philanthropique, comme un acte antiraciste aussi. Enfin voilà, il y a tous ces clichés-là, toutes ces croyances-là et le fait de sauver un enfant, voilà, de sauver un orphelin d'ailleurs. La croyance selon laquelle les adoptés sont tous des orphelins, alors que non, la plupart, il y a des données à ce niveau-là qui montrent que en moyenne, dans 80% des cas, les enfants placés en institution et qui vont être adoptés ont toujours au moins un parent vivant, en fait. Et, du coup, voilà, je pense que c'est important le vocabulaire, c'est aussi ce sur quoi j'insiste beaucoup dans cet essai. C'est pour ça aussi que j'ai fait un glossaire, parce que le vocabulaire, pour moi, les mots sont importants. Donc, c'est important de les définir. Il faut définir des mots pour ensuite pouvoir construire un dialogue. Parce que si on enfin, c'est un dialogue de sourds, quoi. Si on commence à parler de mots sans comprendre le sens ou sans avoir le même sens. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai cette partie-là de l'essai qui est tout le glossaire, où je parle de ce que c'est que l'asiatictage. On en a parlé justement, Grassley, comme tu disais, l'asiatictage, c'est un terme qui est de plus en plus utilisé dans les milieux militants et qui est pour moi, en tant que militante aussi, panasia féministe, c'est important d'utiliser parce que je ne veux pas faire le jeu du colorisme, je ne veux pas, en tant que personne originaire de l'Asie de l'Est, je ne veux pas invisibiliser d'autres personnes qui sont asiatiques et qui ne sont malheureusement pas perçues comme asiatiques et qui sont encore plus invisibilisées que les personnes comme Grace ou comme moi, en fait, qui sont construites comme asiatiques dans l'imaginaire français, on va dire. Et donc voilà, il y a toute l'importance de ces mots. Et donc, pour revenir aux mythes, en fait, ce qui est intéressant dans les mythes aussi, c'est qu'ils ont toujours une part de réalité, finalement. Les mythes sont toujours basés sur une réalité. Le problème, c'est quand cette réalité quand les mythes prennent le pas sur la réalité et qu'ils la déforment, qu'ils l'exagèrent et qu'ils empêchent surtout de questionner la réalité. En fait, c'est quand le mythe prend le dessus sur la réalité, là, ça devient un problème. Et malheureusement, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle sur la question de l'adoption internationale, c'est qu'on est plus baigné dans des croyances, dans des mythes, qu'on ne voit clairement les pratiques asymétriques de l'adoption internationale. Et c'est pour ça que c'est important, je pense aussi que ce sujet soit débattu collectivement et que c'est un sujet qui concerne vraiment tout le monde. Oui, pour prendre un exemple concret de mythe, je pense que dans ce que tu viens de dire, il y a une chose qui traverse ce que tu viens de dire, c'est le point de vue situé de la vision en fait de ces mythes. C'est-à-dire que quand tu parles de l'intérêt supérieur de l'enfant qui n'est pas réellement l'intérêt de l'enfant. En fait, c'est plutôt l'intérêt des adoptants qui est d'abord pris en priorité, mis en avant, ou bien quand tu parles d'une assimilation réussie dans le schéma de l'adoption, c'est du point de vue de la personne, du point de vue du pays d'accueil, pas du point de vue de la personne qui est adoptée, puisque la réussite, c'est, voilà, on l'édicte d'un point de vue en réalité, et le fait que ces points de vue-là ne soient jamais ceux des personnes qui sont adoptées montre voilà, la question coloniale qui traverse cette réflexion sur l'adoption internationale, et tu le démontres dans ton travail. C'est que ce qui est à l'œuvre derrière les dérives, les abus de l'adoption internationale qui sont peu remis en cause, c'est le continuum colonial depuis donc les conflits empreints de domination, que ce soit donc une question de colonisation en tant que telle, donc alors, Vietnam, enfin des pays anciennement français, anciennement de l'Empire français, ou des conflits armés qui, notamment dans le cas de la Corée du Sud, où la France
n'est pas un protagoniste phare. En fait, c'est plutôt on pense plutôt aux États-Unis qui ont envoyé beaucoup de militaires sur cette terre-là. La France, j'imagine qu'elle a participé, mais dans une moindre mesure en tant qu'alliée à ce conflit. Et donc, tu parles beaucoup donc, de ce conflit-là que nous connaissons quand même très peu en France, dans les manuels d'histoire et dans aussi l'imaginaire français de la colonisation, enfin de la guerre, c'est moins, compte tenu de l'histoire française, moins ce qui a été enseigné. Est-ce que tu peux nous parler de la situation spécifique de comment on a fabriqué des enfants à adopter dans la situation sud-coréenne? Oui. Oui, bah, c'est vrai que la Corée du Sud, comme c'est mon pays de naissance, c'est le pays sur lequel finalement je me suis le plus intéressée aussi au niveau de l'adoption internationale. Il faut savoir que c'est le pays qui a le plus envoyé d'enfants à l'adoption. Il y en a plus de 200 000 et c'est les États-Unis qui sont le premier pays récepteur. Oui, c'est une situation, en fait, souvent, c'est dans des cas de guerre ou de crise humanitaire que va se développer, que va commencer l'adoption. Et donc, elle va se perpétuer ensuite avec des agences qui vont s'installer, des intermédiaires et aussi tout un imaginaire colonial qui va imprégner les pratiques. Et en effet, donc pour la Corée du Sud, donc il y a eu la guerre de Corée, à la fin de la guerre de Corée, il y a eu beaucoup d'enfants métis, justement, et ces enfants étaient du coup discriminés. Et alors, il y a le couple… Ils ont un parent qui est américain, oui, c'est ça. étranger, donc un Oui. père. Oui. Souvent, oui, c'est les pères. Et puis, il y a également aussi la question du travail du sexe, ce qu'on appelle les femmes, entre guillemets, les femmes de réconfort, qui étaient en fait, qui n'étaient pas des femmes de réconfort. Enfin, c'était de la prostitution forcée, en fait. Hein, c'était pas bon. Et pour assouvir les besoins des militaires qui étaient en place en Corée du Sud, en fait. Et c'est là aussi on voit tout le continuum colonial, puisqu'en fait, ces femmes de réconfort étaient déjà utilisées durant la colonisation japonaise en Corée. Et ensuite, elles ont continué finalement à être utilisées avec l'occupation militaire, durant l'occupation militaire américaine. Et donc, il y a ce couple qui s'appelle le Holt. Donc, c'est un couple évangéliste américain qui ont réussi à obtenir par décret américain l'adoption de 8 enfants métis. Et en fait, ils ont monté leur agence d'adoption, qui est devenue à l'heure actuelle l'une des plus grosses agences d'adoption dans différents pays, voilà, pas qu'en Corée du Sud. Dans différents pays ce que je dis du sud global, même si voilà, nord-sud, c'est aussi des notions à questionner. Hein. Mais moi, je les utilise surtout comme outil pour faire la différence, notamment pour montrer dans quel sens ont lieu aussi la migration forcée des enfants. C'est toujours d'un pays du sud global vers un pays du nord et un pays occidental. Donc, petite parenthèse de vocabulaire. Mais donc, Holt, en fait, c'est mon agence d'adoption. En fait, c'est aussi, moi, je suis passée, c'est ça aussi, on voit la privatisation qui a lieu dans le système de l'adoption internationale où l'enfant est aussi l'objet d'une transaction financière. Parce qu'il faut savoir que, voilà, il faut payer pour adopter à l'international, contrairement à l'adoption nationale. Et donc, Holt, dès le départ, en fait, ils avaient cette mission civilisatrice, en fait. Ils pensaient œuvrer, avoir une mission divine qui consiste à sauver les enfants sud-coréens. Et en fait, cet imaginaire colonial, il est encore présent jusque de nos jours, malheureusement, puisque alors que la Corée du Sud s'est perçue justement comme un pays développé, membre de l'OCDE, et qui est aussi qui est signataire de la Convention de La Haye, qui est le texte juridique qui encadre, qui est censé réguler les adoptions internationales depuis 1993. Donc la Corée du Sud, en 2019, là, il y a un témoignage de la présidente de l'association Kumfa, qui est une association de mères célibataires en Corée qui lutte pour garder leurs enfants, en fait, qui lutte pour leurs droits. Donc la présidente qui raconte que encore qu'il y a dans les hôpitaux, il y a des personnels soignants
qui sont payés par les agences d'adoption privées pour faire pression sur les mères célibataires pour qu'elles se séparent de leurs enfants, en fait, en disant qu'elles vont être discriminées en Corée, que leur enfant leur enfant aura forcément une vie meilleure en Occident. On va jusqu'à leur montrer des photos de familles blanches américaines pour les persuader et les convaincre en fait de se séparer de leur enfant et que leur enfant aura forcément une vie meilleure. Mais ça, en fait, ça se retrouve pas qu'en Corée du Sud. En fait, les rabatteurs, c'est vraiment aussi cette pratique-là, c'est quelque chose que l'on retrouve dans tous les pays sources en fait. Et c'est ça aussi ce qui nous manque à l'heure actuelle, c'est des données. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il faut qu'il y ait des études qui soient faites à ce niveau-là, qu'on ait des chiffres, parce que malheureusement, et ça vaut pour tout, je pense que aussi pour le racisme, c'est pareil, quand on énonce une discrimination, quand on énonce une pratique coloniale, on est souvent ramené à le fait de dénoncer une opinion personnelle, en fait. Et donc, ça va nous délégitimer, ça va délégitimer notre parole. Et souvent, les chiffres, ils sont là aussi pour nous dire, bah non, c'est du factuel. Le racisme, c'est un fait. Les pratiques coloniales dans l'adoption internationale, ce sont des faits. C'est pas juste moi, ma petite opinion personnelle, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'avoir des chiffres pour pouvoir étayer son discours et ne plus être délégitimé, ne plus être silencié. L'existence et le travail des associations, dont celle que tu as citée, Kumfa, donc, ça montre aussi le mythe donc, de l'abandon et le mythe des orphelins. C'est-à-dire que les enfants qui sont candidates à l'adoption ne sont pas, compte tenu du contexte dans lequel que tu viens de décrire, qui est un contexte post-guerre et encore aujourd'hui, où les femmes, le statut de la femme est un statut précaire, puisque des femmes qui ont des enfants hors mariage sont incitées par donc, des professionnels médicaux de l'hôpital où elles iraient accoucher à abandonner, à renoncer en fait à leur maternité pour donner une vie meilleure à l'enfant. Donc, en fait, ça montre un maillage, un environnement de précarité, en fait, et qui n'est pas, comment dire, où il n'y a pas de politique publique pour solutionner ce problème-là, parce que tu parles de privatisation des agences d'adoption. Donc, ça montre aussi donc, l'absence totale d'implication de l'État et d'ailleurs, tu dis dans ton livre que tu fais le parallèle entre la présence de ces agences d'adoption privées et l'absence totale d'aide sociale à l'enfance dans certains pays, notamment donc en Corée du Sud, où c'est-à-dire que quand on a un enfant hors mariage, il n'y a aucune institution, aucun process en fait pour que cet enfant puisse rester proche de sa famille, puisse être peut-être prise en charge de manière temporaire. Et ensuite, quand les parents, la mère souhaite et peut le reprendre à sa charge, ne peut pas. En fait, c'est quelque chose de définitif. Et est-ce que tu peux nous dire, en fait, comment est-ce que peut-être les États, enfin les institutions publiques profitent de cette situation de précarité? Oui, déjà, il faut rappeler que pour moi, l'adoption internationale, au vu de toutes ces pratiques-là, ce n'est pas une mesure de protection de l'enfance, en fait. Parce que pour moi, ce n'est pas une mesure de protection de l'enfance que de séparer, de déculturer, d'assimiler un enfant et de le retirer à sa famille. Et donc, c'est des logiques que l'on peut retrouver aussi au niveau national, y compris de la France. Et à un moment donné, je fais le parallèle justement où j'évoque la défaillance du système français à ce niveau-là aussi. Et pour autant, on ne parle pas d'adoption à l'international. On n'évoque pas le fait d'envoyer les enfants français dans d'autres pays, en fait. Et du coup, oui, c'est vrai que finalement, l'adoption internationale, elle vient aussi empêcher, quand elle est vraiment établie, comme c'est le cas en Corée du Sud, elle vient empêcher aussi la mise en place de services de services de protection de l'enfance efficaces, en fait. Et donc oui, forcément, ça sert les intérêts aussi des pays sources, en fait.
Et notamment, pour moi, le fait d'envoyer, entre guillemets, des cerveaux, enfin des futurs cerveaux, on va dire, à l'étranger, enfin, et ensuite de mettre en place, comme en Corée du Sud, de nous permettre de revenir aussi facilement en ayant un visa comme pour tous les membres de la diaspora, parce qu'on est considérés comme des membres, en tant qu'adoptés, des membres de la diaspora sud-coréenne, ce qu'on appelle les kyobo, en fait, en coréen. Et donc nous faciliter le retour au pays, voilà, alors qu'on a justement acquis des capitaux culturels, économiques, sociaux dans les pays occidentaux où on a vécu, c'est pas anodin non plus, quoi, quelque part. Ah, parce que, excuse-moi, j'interviens. Le fait que les adoptés sud-coréens puissent revenir facilement en Corée du Sud, toi, tu vois ça comme quelque chose de cynique, c'est-à-dire ils récupèrent l'enfant qui a été formé ailleurs que chez eux? Ou moi, je pensais que ça s'était fait peut-être aussi sous la pression des adoptés et un petit peu comme un geste pour essayer de se faire pardonner? Je pense que c'est un peu tout ça en même temps, parce que c'est vrai que le visa, ce qu'on appelle le visa F4, qui permet aux adoptés de rester 3 ans et qui est renouvelable très facilement, en fait, au bout de 3 ans, c'est un visa qui a été obtenu grâce à des adoptés qui l'ont réclamé, en fait, qui se sont organisés et qui l'ont réclamé. Mais enfin oui, je peux pas m'empêcher quand même de penser qu'il y a des arrière-pensées derrière, enfin que c'est pas juste de la pure gentillesse, de la pure générosité, et que derrière, ils en retirent aussi finalement des bénéfices aussi, le fait que nous soyons aussi nombreux à retourner dans le pays, à contribuer du coup à l'économie aussi du pays, puisqu'on va travailler sur place. Et parmi les mythes de l'adoption que tu égrènes dans ton livre, tu parles aussi donc du mythe de l'adoption comme un acte non raciste, c'est-à-dire qui prouverait que les personnes adoptantes, les parents adoptants, sont très ouverts d'esprit, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ou elles donc choisissent un enfant d'un pays étranger, souvent donc vu comme étant un enfant à sauver, donc la question de la vie misérable de laquelle l'enfant va échapper, et donc inévitablement le mythe du sauveur, de la sauveuse blanche. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que ça rentre, ça vient vraiment brouiller et comment donc ça s'avère inexact? Oui, en fait, c'est vrai qu'on a l'image des parents qui adoptent comme des personnes qui ne sont pas racistes, qui sont ouvertes d'esprit. Mais il faut savoir que déjà, on vit dans une société qui est raciste. Donc, personne, a priori, n'est exempt de racisme, en fait, et qu'il ne suffit pas comment dire, de se décerner des prix d'antiracisme. Enfin, c'est pas juste du déclaratif. Pour moi, l'antiracisme, c'est des actions à mener au quotidien, en fait. Et c'est vrai que souvent les adoptés racisés, du coup, sont montrés comme des talismans un petit peu. Voilà, c'est le talisman qui va nous protéger du racisme, en fait, ou du fait qu'on puisse nous taxer de racisme. Et alors que non, enfin, pour moi, c'est un petit peu, enfin, c'est le même. C'est la même chose c'est pour ça que je fais le rapprochement aussi avec les personnes métisses, en fait, qui sont élevées par un parent blanc, ou les couples, ce qu'on appelle, bon, j'aime pas trop non plus l'expression les couples mixtes, mais où c'est souvent, enfin, on pense couple mixte, on pense personne blanche avec une personne racisée, où il y a de la fétichisation, en fait. Et la fétichisation, c'est du racisme. En fait, même si ça semble positif, c'est quand même du racisme, c'est une chosification de la personne, en fait. Et du coup, on peut vivre aussi en tant qu'adopté, on vit aussi du racisme à l'intérieur de nos propres familles. Et ce qui est terrible, en fait, parce qu'on est complètement démunis, parce qu'on est en général élevé par des familles blanches qui sont ce qu'on appelle colorblind, c'est-à-dire aveugles à la race sociale, qui ne la voient pas. Et en fait, pour moi, cette colorblindness, c'est pas juste de l'ignorance, c'est pas juste une naïveté, c'est aussi une façon de maintenir un pouvoir sur les personnes racisées, et de faire croire justement que on voit pas la race, on voit pas les différences raciales. Pour moi, c'est des stratégies discursives, idéologiques, qui visent à maintenir sous silence les personnes racisées. Parce que dire « je ne vois pas la race », ça veut dire « je ne vois pas le racisme », donc on n'en parle pas, en fait.
et ça, c'est hyper problématique parce que personnellement, et je pense que je ne suis pas la seule, je n'ai jamais réussi vraiment à parler de ça avec mes parents. Et quand je vivais du racisme, on me disait, quand je vivais des micro-agressions, des insultes, etc., on me disait à la maison, mais c'est juste des imbéciles. Enfin, le racisme égale méchanceté, bêtise. Voilà, ça c'est aussi une vision très individuelle et morale du racisme. Et en fait, moi, le militantisme m'a appris justement à voir le système, en fait, à comprendre les structures du racisme et que ce n'est pas juste de la méchanceté. Et donc, je n'étais pas du tout outillée, en fait. Je n'étais pas du tout armée pour faire face à ça. Et je pense qu'aussi, ça, ce serait quelque chose à prendre en compte pour la formation des parents adoptants, de les former à l'antiracisme, en fait, de leur donner des ressources et que des adoptés adultes soient aussi des référents pour les enfants, en fait, pour accompagner au mieux, parce que bon, une fois qu'un enfant est adopté, on ne va pas revenir en arrière et on ne va pas le séparer non plus de sa famille adoptive. Après, il faut vraiment réfléchir, là, pour le coup, dans l'intérêt vraiment de l'enfant. Et l'intérêt, c'est qu'il se construise, qu'il ne soit pas, comment dire, que la charge transraciale qui implique un coût psychologique au quotidien ne soit pas trop pesante, en fait. Et parce que ça aussi, la santé mentale, c'est quelque chose qui n'est pas assez pris en compte en ce qui concerne les adoptés. Moi, la seule étude que j'ai en tête, c'est une étude qui a été menée en 2013 aux États-Unis sur des adolescents adoptés et non adoptés, qui montre que les adolescents adoptés commettent 4 fois plus de tentatives de suicide. Et je trouve que c'est quand même incroyable qu'on n'ait pas plus de données aussi à ce niveau-là, qu'on ne puisse pas mesurer l'impact de l'adoption sur la construction identitaire psychologique des adoptés, notamment des adoptés racisés aussi. Et je pense que ça aussi, c'est un terrain à investir. Je pense que c'est quelque chose une lutte que l'on doit mener, parce que c'est une question aussi de justice en matière de santé mentale, en fait, que les adoptés puissent avoir les mêmes droits que les non-adoptés, pour être le mieux possible accompagné et pour être soigné aussi, et éviter de tomber dans la dépression, et voir avoir des pensées suicidaires, quoi. Oui, on dit souvent que notre famille est à l'image de la société dans laquelle on vit, et que d'ailleurs, quand on apprend enfant à évoluer dans notre famille, ça nous prépare à ce qu'on va vivre plus tard, tout seul, en fait, dans le monde, dans le grand monde. Et ce que tu dis par rapport donc à cette confusion entre la question de l'amour et la question de l'antiracisme, ça se retrouve aussi dans notre société à grande échelle, c'est-à-dire qu'on pense que puisqu'on a un copain noir ou une copine asiatique, eh bien on serait donc immunisé contre le racisme. Et vraiment là, comme tu dis, on pense qu'à la morale, la question morale qui se retrouve d'ailleurs dans tout ton livre, parce que tu parles de mission civilisatrice, de choses, même d'une charité chrétienne, quand il s'agit de parler d'adoption, puisqu'on vient sauver des enfants, et c'est presque quelque chose qui nous, enfin, c'est religieux. Et cette question ça rejoint vraiment le mythe français d'être de l'universalisme qui ne verrait pas donc la race, qui fermerait les yeux sur la race, parce que nous serions évidemment dans l'idéal, moi aussi, j'aimerais bien que nous soyons toutes et toutes égales. Je pense que très peu de gens, enfin j'espère, n'ont pas cet idéal-là, mais quand on n'est pas arrivé à l'idéal, il faut bien prendre des mesures pour y parvenir, et c'est pas en décrétant qu'on y est déjà arrivé que ça va être plus facile. Et c'est vraiment là ce que tu dis par rapport à l'adoption, c'est vraiment le paroxysme de ce qui se passe dans plein de choses dans la société française. Et notamment, il y a aussi cet aspect de la parole, parce que en tant qu'adopté, on est souvent vu comme un éternel enfant, et aussi en tant que personne non blanche, nous sommes infantilisés. Donc il y a une question vraiment de se réapproprier cette parole et d'utiliser les mots comme une arme. Et donc c'est ce que tu fais aussi avec ce livre, puisque en introduction, tu parles de cette prise de parole comme étant un enjeu politique. Donc ça, c'est quelque chose qui est très présent et qui est très important pour toi. Est-ce que
tu penses que donc cette réappropriation de ta vie, de tes mots, c'est la manière que tes moyens de lutte. Oui, bah oui, la parole, c'est extrêmement politique, hein. Les espaces de parole sont des espaces de pouvoir. Dans les espaces de parole, je pense aux espaces médiatiques, politiques, y compris familiaux, hein, les espaces de parole familiaux aussi, hein. On a tous, adopté ou pas, une place dans sa famille, et il y a des enjeux de pouvoir qui ont lieu aussi au niveau familial. Et non, la parole, c'est pour moi, prendre la parole, c'est s'empouvoirer, c'est-à-dire gagner en pouvoir d'agir. Gagner en agentivité, et c'est pour moi c'est super important, parce que justement quand on est minorisé, on a l'habitude de se taire, et il faut sortir de là en fait. Il faut réussir à sortir de cette position dans laquelle on a été assigné. Il faut la refuser, et c'est pour ça aussi que, notamment dans ma conclusion, j'insiste là-dessus. Prendre la parole, c'est pas, je prends pas la parole juste pour moi en fait. Je le fais parce que vraiment pour moi la dimension collective elle est importante. La lutte pour moi ne se fait que de façon collective. Je ne la conçois pas autrement. Je conçois pas juste lutter pour moi. Et cet essai en fait, je l'ai pas fait juste pour moi en fait. Je l'ai vraiment pensé comme un outil, et j'aimerais, enfin, en priorité pour les adopter, et de manière plus large pour toutes les personnes qui, comme je l'ai dit, devraient se sentir concernées par ce sujet qui se situe à l'intersection de différents rapports de domination. Et voilà, c'est pour ça qu'aussi le chapitrage en mythe, je pense que c'est intéressant aussi pour les personnes qui l'ont lu une première fois et qui veulent par exemple revenir sur certains mythes de façon plus précise pour se réapproprier un petit peu plus les arguments, ou voir les ressources. Donc voilà, je l'ai vraiment construit comme un outil que j'espère les adopter en priorité se saisiront de cet outil, et que ça leur permettra de trouver des mots. Et parce que, comme je le dis, les mots sont des armes, les mots sont des outils, mais les mots sont des armes, parce que, comme tu dis, Grace, on n'est pas encore dans une société où les droits sont acquis pour tout le monde, et donc on est obligé de lutter. On est obligé de lutter, en fait. Et les mots sont une des armes que l'on peut utiliser pour lutter, justement, pour mettre en place cette société qui sera plus juste pour tout le monde, en fait. Et est-ce que tu peux... Ah, vas-y. Ouais, je me permets. C'est vrai que je confirme complètement cette volonté de Dewey quand on a commencé à parler d'éditer ce livre, où en fait, c'est vrai que c'était ta première envie, en fait, c'était je veux que tous les adoptés de France puissent avoir ce livre disponible et puissent le lire. En fait, c'était vraiment quelque chose qui moi, m'a séduit. En fait, cette envie d'avoir peut-être un outil que toi, tu n'as pas eu quand tu étais plus jeune. Et c'est vrai que moi, les quelques retours que j'ai eus pour l'instant de personnes adoptées, et qu'à chaque fois, je te transférais, c'est vrai que c'est des gens qui me disent « Je suis adoptée, j'ai lu le livre de Dewey, c'était formidable ». Et en fait, très souvent, ils ont en fait des espèces d'intuitions. Et en fait, c'est vrai que Dewey, qui a un peu plus analysé, qui a lu des références intellectuelles, etc., en fait, elle met des mots sur ses intuitions, elle conceptualise un petit peu. Et c'est là, en fait, où ça fait vraiment du bien. C'est que vous vous dites, vous êtes en train de lire le truc et vous dites, mais ouais, mais c'était ça que je ressentais. Alors déjà, on a l'impression de ne pas être folle. On se dit, c'est pas moi qui psychote, c'est pas moi qui suis revancharde, c'est pas moi qui suis ingrate. Non, il y a d'autres personnes aussi qui sentent la même chose. Et puis, c'est là où voilà, les essais, je trouve, sont vraiment très utiles dans la formation militante de manière générale. C'est que tout d'un coup, on a des concepts, on a des mots que tu définis, et que tout d'un coup, on arrive mieux à s'exprimer. On n'est plus complètement dans l'émotion, où du coup, ça part un petit peu dans tous les sens parce qu'on est complètement ému. On arrive un petit peu plus à cadrer le discours. Et voilà, bon, le livre est sorti il y a peu de temps, mais en tout cas, voilà, il y a déjà vraiment plusieurs adoptés qui l'ont lu, et je pense que ce livre les a aidés. Donc, c'est génial. Et en fait, toi, tu avais un tout petit peu eu ce sentiment-là, je crois, tu m'en avais parlé avec la bande dessinée Couleur de peau au miel, où, bon, que moi j'ai beaucoup aimé aussi, je l'ai lu, où en fait tu m'avais dit c'est un des premiers adoptés sud-coréens à avoir pris la parole, et malgré peut-être les défauts, je ne sais quoi, que peut avoir cette BD, elle a le mérite d'exister. Et en fait, c'est en ça, je crois, qu'il faut que de plus en plus de personnes prennent la parole en bande dessinée, en essai, en film, en documentaire. Ah oui, ouais, ouais. Ça c'est super important. C'est pour ça la dimension collective, comme je le disais, c'est d'un côté l'organisation collective, mais aussi qu'on soit de plus en plus nombreux à parler de ce sujet et à s'en saisir en fait.
et que oui, que de plus en plus, et c'est quand même, enfin, moi j'ai espoir, j'ai vraiment un espoir. Pour ça, je suis assez optimiste et je pense qu'il faut rester optimiste. Parce qu'il y a de plus en plus d'adoptés qui prennent justement la parole, qui ouvrent des comptes sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je fais une petite liste dans le livre parce que je trouve que c'est important de les créditer aussi, en fait, et que les personnes qui lisent le livre puissent aller à leur tour les suivre. Et bon, même si la liste n'est pas forcément exhaustive, donc je m'excuse hein, s'il y a des personnes ici qui regardent que je n'ai pas citées. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment important, oui, qu'on soit de plus en plus nombreux et nombreuses à prendre la parole sur ce sujet. Et c'est important aussi qu'on ait des alliés. Comme toi, Paola, comme toi, Grace. Vraiment, c'est super important qu'on ait des alliés qui ne soient pas adoptés et qui diffusent ce message-là, parce que c'est vraiment un sujet, comme je disais au début, qui doit être porté dans le débat public. Oui, ça sera une ressource, j'en suis sûre, pour de nombreuses personnes qui souhaitent donc plus à même d'aller de prolonger leur réflexion sur cette question de l'adoption internationale. Alors, avant de peut-être prendre des questions, s'il y en a, Paola, est-ce que tu peux peut-être nous spoiler la fin du livre et nous dire quelles sont tes conclusions, enfin, en tout cas, brosser tes préconisations sur la question de l'adoption internationale, de dire, voilà, est-ce qu'il faut complètement supprimer cette pratique, ou alors comment la réformer ou accompagner les personnes qui souhaitent adopter à l'international, notamment à la lumière de l'interdiction aux Pays-Bas. Donc les Pays-Bas ont en février 2021, donc c'est très récent, décidé de ne plus avoir recours à l'adoption internationale pour toutes les raisons qu'on vient de citer. J'imagine d'autres, mais surtout aussi donc cette réflexion qui est en cours. Et qu'est-ce que nous on peut espérer en France sur ce sujet-là? Alors oui, c'est vrai que début février 2021, donc comme tu dis très récemment, les Pays-Bas, qui sont quand même le pays garant de la Convention de La Haye, donc d'un point de vue symbolique, c'est hyper parlant, quoi, ont décidé donc de suspendre les adoptions internationales suite à un rapport d'une commission d'enquête qui a révélé des nombreux cas d'adoption illégale et illicite dans des pays comme le Sri Lanka, par exemple. Et en fait, ce qui est intéressant aussi dans cette histoire, c'est qu'un même rapport avait été fait il y a quelques années, donc en 2016 de mémoire, mais qui n'avait pas eu l'impact, qui n'avait pas été jusqu'à justement cette décision de suspendre les adoptions internationales. Et ce qui s'est passé entre deux, et ça c'est parce que j'ai lu un article justement d'adoptés néerlandais qui revenait justement sur ce sujet-là, qui disait qu'il y avait une organisation, il y avait eu vraiment entre deux, il y avait eu entre 2016 et 2021, il y avait eu des adoptés qui se sont organisés pour justement porter ce sujet-là publiquement, et c'est une forme de pression collectif qui a poussé, c'est l'organisation des adoptés en fait, qui a poussé aussi le gouvernement à prendre en compte les données, les résultats de cette commission d'enquête, et donc de décider de suspendre les adoptions internationales. Et donc, suite à cette décision, il y a eu un collectif qui s'appelle le collectif RAIF, donc pour la reconnaissance des adoptions illégales en France, qui est un collectif de personnes adoptées qui s'est organisé, qui a lancé une pétition en ligne. Donc, j'invite vraiment toutes les personnes qui ne connaissent pas cette pétition d'aller voir, parce qu'elle est super intéressante, en fait. Et le texte qui accompagne est vraiment très, très pertinent. Et d'aller signer cette pétition qui réclame une commission d'enquête similaire, en fait, en France. Similaire à ce qu'il y a eu aux Pays-Bas, et pour avoir des chiffres, comme je le disais tout à l'heure, c'est important d'avoir des données sur la réalité de ces adoptions illégales, illicites, depuis le début de l'adoption internationale en France. Après, bon, de mon point de vue, pour moi, le système de l'adoption internationale tel qu'il a lieu à l'heure actuelle, on ne peut pas le réformer. Moi, je vais spoiler en disant ça parce que je le dis dans l'essai, mais je suis contre, en fait. Je suis contre l'adoption internationale telle qu'elle a lieu à l'heure actuelle, parce que tant qu'il y aura justement tant que l'enfant adopté sera l'objet d'une transaction financière, il y aura des dérives pour moi, en fait.
Donc, voilà, il va falloir réfléchir à d'autres choses. Mais de toute façon, là, les adoptions internationales sont en baisse depuis 2005. Et je pense qu'il y a des questions qui vont se poser maintenant sur d'autres sujets, comme par exemple la PMA ou la GPA. D'ailleurs, je fais la comparaison à un moment donné aussi dans l'essai, parce que je considère que l'adoption internationale, c'est déjà une gestation pour autrui, en fait. Justement, à ce sujet-là, puisque tu parles de GPA, une des questions là, sur le live, c'est quelqu'un qui dit, est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu plus en quoi tu vois l'adoption comme une GPA socialement acceptable? Ben, en fait, c'est déjà une gestation pour autrui, puisque les enfants adoptés viennent du corps d'une autre femme. Sauf que cette femme, qui est souvent une femme racisée, qui vit dans un pays du Sud global, tout est fait dans ce système pour la faire mourir socialement et juridiquement, en fait. D'où le mythe de l'orphelin aussi, où on va construire des orphelins sur le papier, notamment dans les documents. Il y a aussi beaucoup d'histoires de falsification de papier fait par les organismes d'adoption. Et donc, on va la faire mourir socialement, juridiquement, cette femme, et pour pouvoir rendre adoptable son enfant, en fait. Et donc, c'est une gestation pour autrui, parce qu'on ne vient pas de nulle part. on vient du corps d'une autre femme, en fait, qu'on a complètement invisibilisé dans ce système, en fait. Et finalement, il y a une forme d'exploitation aussi des corps des femmes du Sud global. Et donc, oui, c'est une GPA acceptable. Parce que ce qui est d'autant plus ironique, c'est que beaucoup de familles qui adoptent sont aussi chrétiennes. Et que dans les débats publics, en général, quand on parle de PMA, de GPA, ce sont aussi eux qui vont être contre la PMA, la GPA. Et alors qu'en fait, finalement, en adoptant, ils ne se rendent pas compte que l'adoption, c'est aussi une GPA. Mais bon, voilà, c'est ça aussi toute l'ironie finalement de la situation. Et bah voilà, je ne sais pas après si… Et ah oui, par rapport à la PMA, la GPA, je pense que se posera également la question d'arrêter de voir la PMA, la GPA du point de vue des adultes, enfin des personnes qui veulent des enfants. Je pense qu'il va falloir aussi se soucier des futurs enfants qui vont être à la recherche de leurs origines. Et là aussi, je pense qu'en tant qu'adopté, on peut aussi peut-être apporter un autre point de vue. Parce que je vois beaucoup, notamment encore aujourd'hui avec la journée, cette journée qui est particulière, j'ai vu des posts par rapport à la PMA, oui, plus de droits pour la PMA, mais moi je suis pour, hein. Vraiment, il n'y a aucun souci là-dessus, c'est juste que je considère qu'on ne le voit pas totalement, cette question, on ne l'analyse pas totalement, la question de la PMA, si on ne prend pas en compte le point de vue aussi des futurs enfants qui vont être à la recherche de leurs origines. Et je pense qu'il va falloir qu'on se questionne vraiment sur aussi la transparence des données, en fait, de ceux qui vont, par exemple, des informations à donner quand on est donneur de gamètes, en fait. Et je pense que ça, ce serait intéressant aussi qu'on en parle et qu'on voit non seulement donc le droit des futurs parents à devenir parents à travers la PMA, mais aussi le droit des futurs enfants qui vont devenir adultes, qui vont se poser des questions sur leur identité, sur leur origine, sur leur histoire, et qu'on ne les dépossède pas comme nous, les adoptés, avons été dépossédés aussi d'une partie de notre histoire, en fait. Donc, il va vraiment falloir se poser cette question-là aussi. Oui, moi, je trouve que ça résonne avec ce que tu dis sur l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est-à-dire que ces termes-là, ce sont des termes, l'intérêt supérieur de l'enfant, qui reviennent de manière voilà, prioritaire dans cette convention de la Haye. Et pourtant, force est de constater que l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas mis en avant dans ces textes juridiques qui régulent de manière internationale l'intérêt supérieur de l'enfant. Comme tu le dis, toi, en tant qu'adulte aujourd'hui adopté, c'est bien d'avoir accès en fait à qui tu étais avant. Et ça va vraiment contre ce mythe que tu appelles le mythe de la page blanche, qui est de dire bon, avant que Dewey soit adoptée en France, elle n'était rien, elle n'avait personne, elle n'avait pas de famille, elle n'avait pas d'ascendance, elle n'a pas de, on sait pas en fait qui. Et en fait, tu es né le jour où tu arrives à l'aéroport, que quelqu'un est venu récupérer. Et en fait, avant, c'est table rase. Et vraiment, donc l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est quand même et tu le dis plein de fois dans ton livre, de pouvoir accéder à ton dossier, aux données qui sont censées être confidentielles et qui sont retenues contre
enfin, alors que tu as fait la demande d'y avoir accès, donc les données sur l'identité de ta mère, voilà. Et tu n'as toujours pas accès à ces données-là, qui est quand même, donc l'intérêt de supérieur à l'enfant, on le questionne grandement quand on se dit qu'on fait tout pour protéger le système qui est en place et de continuer à pourvoir ces enfants à des familles adoptantes qui le souhaitent, et sans jamais se poser la question de se dire, bon, bah, qu'est-ce que veut l'enfant en fait? Qu'est-ce que veut l'enfant? Et une fois grand, surtout, une fois que maintenant tu t'exprimes et que tu as une analyse critique, même maintenant, on se dit, bon, bah non. Ouais. Et je me permettrai aussi de rebondir parce qu'on a parlé tout à l'heure des cas de trafic, d'adoption illégale qui émaillent régulièrement l'actualité aussi, hein. Et depuis les débuts de l'adoption internationale, pour moi, c'est pas juste des cas isolés, c'est pas juste des faits divers, quoi. C'est clairement, pour moi, c'est symptomatique du système, en fait. Et c'est pour ça aussi que je suis pour arrêter ce système tel qu'il a lieu à l'heure actuelle. Et aussi, il va falloir penser aux réparations. C'est-à-dire que pour moi, l'adoption internationale, ce n'est pas une chance. Là aussi, la question d'avoir été chanceux, d'être adopté, c'est aussi un dispositif de silenciation, en fait. Tu as été chanceux, de quoi tu te plains, donc tais-toi. En fait, c'est un petit peu ça la logique. Donc, c'est un dispositif de silenciation. Et non, moi, je ne considère pas avoir été chanceuse d'avoir été adoptée, d'avoir eu une vie soi-disant meilleure en Occident. Je considère plutôt d'être, comme je le dis dans le préambule, d'être chanceuse d'avoir vécu dans une famille aimante, dans laquelle je n'ai pas vécu de maltraitance. Parce que ça aussi, les cas de maltraitance à l'égard des personnes adoptées, je m'interroge sur le fait qu'en tant qu'adopté, on ne subit pas plus de maltraitance qu'un enfant biologique ou un enfant non adopté. Et là aussi, on manque de données et je pense que ce serait vraiment intéressant de creuser cette question-là, quoi. Et en fait, voilà, je pense que c'est à ce niveau-là, il faut vraiment aussi qu'on se questionne et que donc ces cas de trafic ne sont pas juste des cas isolés. Et juste, voilà, encore là, le 26 mai, là, j'ai vu que une adoptée qui s'appelle Julie Foulon, il y a eu tout un ensemble d'articles dans le magazine Colette sur les adoptions en Éthiopie. Donc, Julie Foulon, c'est une autrice du livre Sarah Etsega, où elle retrace aussi sa vie et les falsifications qu'il y a pu y avoir dans son histoire. Et donc, elle a déposé plainte. Elle a déposé plainte aussi là, contre un organisme d'adoption, alors les enfants de la Reine Miséricorde, qui s'occupaient des adoptions en Éthiopie. Et elle a déposé plainte avec une autre personne adoptée et un père adoptif. Donc, je pense que c'est intéressant aussi d'avoir connaissance aussi de l'actualité, qu'il y a des adoptés qui ne se laissent pas faire, qui déposent plainte, parce que, donc, comme je disais, la question de la réparation, elle est primordiale, étant donné que l'adoption, pour moi, est un préjudice. Il va falloir qu'on répare d'un point de vue symbolique, qu'on répare d'un point de vue juridique, enfin, voilà, qu'on pense la réparation dans son sens plein. Et je pense que ça, les parents adoptants, ils ont aussi leur place là-dedans, à se questionner, parce qu'il va falloir, c'est pas que les adoptés qui vont se questionner entre eux, il va falloir qu'on se questionne collectivement, mais que les adoptés restent quand même au centre du questionnement, que ce soit eux qui imposent leur mot d'ordre, et que ce soit eux qui soient écoutés en priorité. Et parce que c'est vrai que là aussi, souvent, j'aime bien spatialiser un petit peu la réflexion, c'est-à-dire penser en termes de centre, de marge, et que pour une fois que ce soit les adoptés donc qui soient au centre, et que on a tendance aussi, les parents adoptants, quand il se passe ces genres de cas d'adoption illégale, ont tendance à dire, à se poser aussi comme victime et à dire mais c'était pas mon intention, je ne savais pas, etc. En fait, moi j'ai envie de dire, on s'en fiche des intentions, en fait, parce que finalement, tout recentrer autour j'utilise justement le terme recentrer autour des intentions, c'est encore placer le parent adoptant au centre de la discussion. Et finalement, et c'est pareil pour tout, je pense au racisme, si quelqu'un qui commet un acte, une agression, une insulte raciste, il va être là à se justifier, à dire mais c'était pas mon intention, on s'en fiche en fait, parce que ne serait-ce que t'écouter et expliquer ton intention, c'est reprendre la centralité en fait. Et non, le but c'est de te décentrer et de laisser la place au centre pour les personnes qui ont été mises, qui ont vécu dans la marginalité finalement, qui ont été mis en marge, quoi. Donc, je pense que les parents adoptants
ont une responsabilité. Et il faut sortir aussi de la culpabilité, parce que pour moi, la culpabilité, ça ne fait pas avancer, enfin, ça fait pas avancer, c'est plutôt source de blocage. Et donc, c'est pour ça que c'est important aussi que les parents adoptants se questionnent sur leur place, leur rôle dans ce système, en fait. Quelle est leur part de responsabilité dans ce système-là? Moi, j'ai une question donc, je pense que ensuite, on va peut-être clore. On est bon sur le timing, Paola? Ouais, ouais, si tu veux ta question, et puis ensuite, effectivement, on peut clore. Super. Moi, je pense que donc dans le travail que tu proposes dans ce livre, donc l'adoption internationale, mythes et réalités, il y a un certain tremblement de terre. En fait, j'ai l'impression ça fait trembler donc ces mythes-là. Je pense que c'est assez douloureux parce que quand je t'entends dire vraiment tu mets l'emphase sur la question de la séparation, ce qui est très important de revenir vraiment de parler de voilà, c'est une séparation d'un enfant avec son environnement. Et aussi quand tu parles du préjudice, je pense que c'est un mot qui est important, qui est lourd de sens et qui est difficile à entendre peut-être pour des personnes qui sont voilà, dans tous ces mythes, qui sont vraiment bardés de ces mythes et qui sont enveloppés en fait de tellement de couches, parce qu'il y a tellement de mythes. Là, on n'a même pas fait le tour en fait en 1 heure. C'est-à-dire qu'il y a des couches successives de mythes et les personnes sont vraiment en fait moelleusement enveloppées dans ces couches de mythes sur l'adoption internationale, que je pense que c'est très douloureux de voir de devoir se déshabiller et d'arriver à nu. Est-ce que toi, en faisant ce travail-là, tu vas prendre à bras le corps donc je pense que comment dire, peut-être l'agressivité des gens qui doivent faire ce travail-là et qui sont pas forcément prêts à le faire, ou est-ce que tu sais, tu t'es préparé à ça, et comment est-ce que quel message tu as pour ces gens-là qui sont qui ont envie de bien faire, mais qui sont encore trop fragiles pour se lancer dans cette réflexion personnelle? Je pense qu'on n'est jamais préparé au retour agressif. Et pour l'instant, donc, je suis plutôt contente. J'ai eu aucun retour de ce genre. Enfin, et c'est plutôt des retours très positifs. Et du coup, je sais pas si je suis préparée à ça, j'avoue. Enfin, j'ai pas réfléchi à cette question. Mais en tout cas, la force, si j'ai la force de répondre à ce genre de retour agressif, elle ne vient pas que de moi, elle vient aussi du collectif. Elle vient de mon insertion dans différents groupes militants, de ce que j'appelle d'ADELF racisés, d'ADELF adoptés, avec qui j'ai des projets et qui me donnent aussi la force en fait de continuer. Et je pense que, alors bon, je suis toujours prise du syndrome de l'imposteurice là. Je pense que c'est quand on a été habitué à vivre à la marge, d'être minorisé, etc., c'est compliqué de se sentir légitime à prendre la parole. Et moi, cette légitimité-là, je l'ai grâce au soutien des personnes qui sont dans ces collectifs. Et cette légitimité, elle est construite aussi. Elle ne vient pas de nulle part, elle ne vient pas que de moi. Et c'est pour ça que voilà, j'appréhende, j'appréhende ces retours. Pour l'instant, j'en ai pas encore eu, mais en tout cas, je sais que je pourrais compter sur les personnes qui m'entourent pour y faire face. Et après, bon, ta question, c'est aussi qu'est-ce que je peux dire à ces personnes-là? Si elles sont trop agressives, je coupe court. Faut que je me protège aussi. Donc, après, tout dépend si elles sont aussi dans la perspective de vraiment mener une discussion. Dans ces cas-là, là, je veux bien mener un dialogue avec ces personnes-là. Mais si elles sont dans la pure agressivité, il n'y a aucun dialogue possible. Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est curieux parce que moi aussi, j'ai posé exactement la même question à Dewey 1 semaine avant que le livre arrive de l'imprimerie. Je lui ai dit, bon, t'es prête au cas où peut-être qu'effectivement, il y aura des réactions parce que tu vas toucher une corde sensible pour certaines personnes. Donc, moi aussi, j'avais eu cette inquiétude. Et donc, pour l'instant, voilà, c'est super que
en tout cas, même si des gens ont peut-être été effectivement chamboulés émotionnellement, etc., en tout cas, ils ne l'ont pas exprimé de façon agressive. Et moi, ce que j'espère, c'est que tu auras sémé une graine pour qu'ils réfléchissent un petit peu, etc. Et je crois que c'était ça ton ambition. Donc voilà, espérons que ça continue. Mais tu vois, dans les commentaires là sur le live, il y a quelqu'un qui dit « Merci de mettre des mots sur les mots, MAUX, des adoptés ». Donc je pense que voilà, il y a beaucoup de remerciements de manière générale. Et puis surtout, remerciements, et j'espère, moi j'aime bien cette expression, que tu enfonces une porte. Tu vois, c'est-à-dire que l'adoption était quand même encore un peu un angle mort de la recherche, hein, comme on l'a vu, comme tu l'as dit, il y a encore très peu de données. Donc c'est vrai que les Français ont du mal de manière générale avec les données, que ce soit les statistiques ethniques. Donc voilà, pourquoi, vu qu'ils refusent les statistiques ethniques, pourquoi est-ce qu'ils accepteraient les statistiques sur les adoptés? Mais en tout cas, voilà, il y a un vrai domaine de recherche à creuser. Et c'est vrai qu'on se dit les possibilités, waouh, sont infinies, quoi. C'est-à-dire que si les chercheurs commencent à s'emparer de ce thème-là, effectivement, il y a des années de recherche qui s'ouvrent à eux. Et j'espère, voilà, que ça va se débloquer. Mais j'ai bon espoir, parce que comme je disais à Dewey juste avant qu'on commence le live, voilà, on a reçu un message d'un garçon adopté qui commence une thèse, qui veut commencer une thèse sur l'adoption internationale. Donc voilà, je crois qu'à partir du moment où le milieu universitaire va se saisir de ce domaine-là, ce sera lancé. Bon, et ben alors, on est dans les temps. En tout cas, merci beaucoup, Dewey, surtout de nous avoir bien expliqué ton cheminement, ton raisonnement intellectuel, la façon dont tu as voilà, envisagé l'adoption et déconstruit peu à peu ces mythes. Moi, ce que je dis souvent aux gens pour conseiller ce livre, moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est qu'il est sincère. C'est-à-dire que je trouve que tu racontes ton histoire sans t'étaler complètement, mais avec une certaine sincérité, comme on disait au début, c'est-à-dire que tu te positionnes et tu racontes avec sincérité ton parcours, tu t'ériges pas en super-héroïne, etc. Tu racontes les difficultés que tu as eues vis-à-vis de ton identité, etc. Et ça, je trouve que ça fait plaisir de voir cette sincérité-là. Et après, c'est aussi un livre voilà, super accessible. Bon, il y a ce glossaire à la fin où tu insistes pour utiliser les mots justes. Mais malgré tout, même si tu utilises des mots justes, des mots asiatiquetés ou adelphes ou je ne sais quoi, je trouve que c'est un livre qui est lisible par voilà, absolument tout le monde et il n'y a pas besoin d'avoir fait Bac plus 18 pour le lire. Donc voilà, moi en tout cas, je suis ravie de l'avoir publié. Tu es la première non-brésilienne que je publie, mais je suis tellement contente voilà, de le publier parce que c'est tellement raccord avec tout ce en quoi je crois, tout ce pourquoi je me bats. Il y a beaucoup de Brésiliens en plus qui ont été adoptés, donc voilà, je suis vraiment très contente que tu fasses partie de la petite famille Anacaona. Donc voilà. Et merci beaucoup à toi, Grace, d'avoir accepté cette conversation, de l'avoir modérée. Et puis, j'espère qu'on pourra continuer les conversations, vu qu'en plus, maintenant, les rencontres reprennent petit à petit. Donc, je me permets comme ça de vous annoncer, en fait, samedi prochain, on organise à Paris une rencontre avec la librairie Calypso, qui est dans le 11e. Mais en fait, ça va être dans une salle à côté, parce que la librairie Calypso, ce serait vraiment trop petit. Donc, en fait, c'est une salle où on aura, même en demi-jauge, entre 20 et 30 places. Donc, vraiment, profitez-en. Par contre, il faut vous inscrire à cause de ces histoires de demi-jauge. Donc, c'est samedi prochain à 11 h et ce sera dans le 12e. Les informations sont sur le site de anacaona.fr. Et après, comme toi, Dewey, tu es de Lille, tu vas faire une rencontre à Lille. Donc, oui. Je te laisse dire les horaires. Parce que Oui, alors je fais une rencontre à la librairie L'Affranchi à Lille le vendredi 25 juin à partir de 18 h. Et puis, alors j'ai eu confirmation aussi de la librairie à Bruxelles, Pépite Blue, super. qui m'a confirmé donc le samedi 26, donc je vais enchaîner vendredi et samedi, samedi 26 à partir de 11 h. Voilà, et donc il y aura aussi un système de réservation. Et ce sera dans le cadre aussi d'un petit déjeuner, présentation petit déjeuner, donc je pense que ça va être assez convivial à Bruxelles.
Voilà, et ce que je trouve, je me permets juste de relever ce détail, ce que je trouve super intéressant, c'est que et la librairie Calypso et la librairie Pépite Blue, ce sont des librairies qui, au départ, sont spécialisées plutôt afro-diasporique ou en tout cas littérature des minorités. Et donc, je trouve ça super que voilà, maintenant, l'adoption fasse vraiment partie de ces études sur les minorités. Donc, voilà. Merci beaucoup, Paola. Merci beaucoup aussi, Grace, d'avoir modéré. Et vraiment, vos interventions ont permis vraiment d'enrichir aussi ce live. Donc, merci à toutes les deux. Bon, et ben, merci à tout le monde. Et puis, à très bientôt alors. Ciao. Alors.